Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur KTO et vous regardez Enjeux politiques. Enjeux politiques, c'est la première ce soir, la première émission. Alors je vais vous l'expliquer en quelques mots, vous verrez que c'est assez simple. En cette année électorale très riche avec les élections présidentielles et les élections législatives, on vous propose de se retrouver une fois par mois avec 5 invités pour débattre d'un thème au cœur des préoccupations des Français. Mais ici, ce n'est pas du théâtre. Pas de tambouille politicienne, pas de querelles, pas de petites phrases assassines, de fausses rumeurs ou de bad buzz. Ici, on veut parler de la politique qui vous concerne et qui impacte votre quotidien. Autour de moi, sur ce plateau, 5 invités, 5 élus de régions et de partis politiques bien différents, mais qui ont tous à cœur la question, la défense de l'intérêt général. Alexandra, je vais commencer par vous. Je vais vous présenter tous, puisqu'on va vous voir souvent. Alexandra Bedjoudi, conseillère départementale chez Europe Écologie Les Verts. Vous êtes dans le Calvados. Bonjour. Bonjour. Mathilde Androuet, vous êtes députée européenne Rassemblement National. Et vous étiez auparavant au Conseil régional Île-de-France. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. François Garret, bonjour. Vous êtes d'Hiver Gauche, vous êtes le maire des Mureaux dans les Yvelines et vous êtes un soutien de Anne Hidalgo. Soazic Perrault, bonjour. Vous êtes du parti Les Républicains et vous êtes la vice-présidente du conseil départemental du Morbihan. Et enfin, Thomas Rudikos, bonjour. Vous êtes l'ancien maire du 5e arrondissement de Lyon. Vous êtes député du Rhône pour La République En Marche. Merci à tous d'être parmi nous ce soir, d'être venus de loin pour certains. Pour cette première émission, la rentrée scolaire n'est pas bien loin, alors je vais vous proposer de parler de l'école. L'école, c'est un sujet qui est vaste. Je vous propose de se concentrer sur 3 thèmes, 3 grandes questions. Tout d'abord, un état des lieux. Un état des lieux sur la mission de l'école. En second point, on aimerait bien vous entendre sur la mission de l'école en 2021. Et enfin, sur les moyens qu'on donne aux enseignants à l'école pour accomplir cette mission, parce que là aussi, il y a quelque chose à faire. Et on commence tout de suite, j'ai envie de commencer avec vous, François Garret. L'état des lieux. L'état des lieux de l'école, en tant que maire des Mureaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Écoutez, quand on parle de l'école, je pense que déjà, il faut parler de l'éducation. Parce que souvent, on résume l'école, et je tiens à dire, par exemple, aujourd'hui, l'école est obligatoire de 3 à 16 ans. On est en vie tous 8460 heures, c'est une chance, hein. On vit tous le même temps. Et l'école, aujourd'hui, ne représente que 850 heures par an. 150 jours sur 365. Ça représente que 12% du temps d'éducation. Donc ça veut dire qu'il est important de savoir, ce socle de 12%, c'est qu'est-ce qu'on souhaite en faire, et surtout quand on sait qu'éventuellement, il y a plus de 80% du temps qu'on passe en dehors du temps de l'école. Donc c'est toute cette complémentarité, éducation populaire et la notion de la famille. Alors vous me donnez beaucoup de chiffres, j'en ai un. Sur un sondage IFOP qui a été commandé par SOS Éducation à la rentrée, 69% des parents ont le sentiment que le niveau scolaire des enfants se détériore depuis 10 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne, Soazic Perrault ? C'est pas un sentiment, c'est une réalité. C'est factuel. Toutes les études internationales, les études PISA le montrent. En fait, on a un déclin progressif de l'école. Nous sommes dans les pays les moins qui permettent d'effacer le moins les inégalités sociales. La promesse républicaine n'est plus au cœur du sujet. Aujourd'hui, l'école, on ne transmet plus. On ne transmet plus de savoirs fondamentaux. Plus aucun savoir fondamentaux. Bien sûr que si. Je suis enseignante. On transmet. Aujourd'hui, on a aussi une bonne partie du temps qui devient occupationnel. Et aujourd'hui, on interdit, on a des activités qui sont annexes, qui occupent énormément de temps, et on a oublié les fondamentaux. Alors, le fondamental, transmettre. Très bien. Thomas Rudikos, votre avis ? Je pense qu'il y a une situation qui est assez ancienne sur effectivement cette détérioration et cette dégradation que ressentent beaucoup de parents. Et ce ressenti, comme le dit ma collègue, je pense est une réalité dans certains endroits, mais ce n'est pas partout pareil. Il y a
un des grands enjeux, je pense, pour l'avenir et la situation de l'éducation nationale en France, c'est cette fragmentation des territoires, avec des territoires qui sont en grande difficulté et d'autres qui réussissent très bien. On n'a pas les mêmes réussites quand on est au lycée Ampère de Lyon ou si on est au lycée Jacques Brel de Vénissieux dans l'agglomération lyonnaise. Et c'est un des enjeux, mais je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, que nous nous sommes fixés avec le président de la République, avec le gouvernement, c'est de faire plus sur ces territoires délaissés de la République, comme on les a appelés auparavant. C'est par exemple cette mesure phare dont tout le monde a entendu parler, sur le dédoublement des classes, que ce soit la grande section, le CP ou le CE1. Alors, très bien, on va revenir sur les inégalités sociales, mais Mathilde Androuet, sur le niveau scolaire, est-ce que vous partagez le constat des autres invités? Est-ce que c'est un niveau scolaire qui est en chute libre? C'est une réalité, de toute façon, qui est une réalité qui est mesurée depuis, notamment, en effet, l'étude PISA. On est 23e sur 179 pays évalués. Dans les années 2000, on était dans les 10e, donc on ne fait que dévisser. Donc, et en plus, ce sont sur des savoirs fondamentaux, à savoir l'écriture, les mathématiques. Donc, alors, contrairement à mes collègues de plateau, moi, je pense au contraire, il faut revenir à des choses très, très simples, à savoir que l'école, ce n'est pas l'éducation, justement. C'est l'instruction. On est là pour transmettre des savoirs techniques. On n'est pas là pour éduquer. Éduquer, c'est l'affaire des parents. Et en effet, les familles ont leur rôle dans la manière de protéger l'école. L'école doit être un sanctuaire, mais un sanctuaire de transmission des savoirs. On demande des techniciens. Les gens doivent savoir lire, écrire, compter et avoir des métiers, des savoir-faire, mais pas avoir des pensées, des prêts-à-penser en tout cas. Écoutez, par rapport à ce que vous dites, déjà, premièrement, on a changé quand même le temps de l'école. Dans le passé, c'était la règle des 7. 0,7 ans, 7 ans, 14 ans, 14 ans, 21 ans. On a changé tous les temps d'âge. Et aujourd'hui, on a dit, par exemple, au départ, c'était 6-16 ans. Les 10 ans de temps d'école, justement, obligatoires. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de mesure là où on va. Et je pense que c'est simple. Aujourd'hui, on pourrait imaginer, on n'a pas réformé éventuellement l'école primaire, qui pourrait faire que 4 ans. On pourrait imaginer que CM2, 6e, 5e, ça soit un deuxième temps, et ensuite le troisième temps jusqu'à 16 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, le vrai sujet qui est posé, c'est quand on sort de l'école, quel que soit le temps où on sort de l'école, c'est comment on peut approcher la vie en général, et notamment sur l'activité. Et aujourd'hui, si vous voulez, au niveau de l'école, moi je vois bien, il y a tous les dispositifs, REP+, je veux dire, je pense que c'est des meilleurs, même par rapport à ce que vous disiez sur le fait des dédoublements des classes. Allons jusqu'en CM2. Ne nous arrêtons pas. Deuxième niveau aussi, c'est comment on rentre dans la fonction d'enseignant. Par le passé, il y avait des écoles normales, il y avait tout un ensemble, il y avait des hussards de la République. Aujourd'hui, où nous en sommes. Et donc, je ne vais pas continuer, parce que je crois que ma collègue veut parler, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu politique, un enjeu de société, c'est qu'est-ce qu'on souhaite attendre par rapport à ce qu'est l'école des 12% du temps. Et ça sera vraiment notre seconde partie aussi sur la mission de l'école. Si on revient un peu à votre expérience de terrain ou à votre vécu comme élève ou comme parent d'élève, je ne sais pas. Mais Alexandra Beljoudi, vous avez un regard sur le niveau scolaire ? Moi, j'aimerais aussi qu'on puisse se poser la question et mettre en regard avec d'autres analyses. C'est-à-dire que là, on regarde le niveau scolaire, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'extrêmement quantitatif. Plus largement, on pourrait aussi faire des sondages de le bien-être à l'école, les différentes contributions et la participation à l'école et mettre ça en regard par rapport au niveau. Je pense, en tout cas aussi en tant que parent d'élève, que les missions de l'école, on va bien au-delà et il me semble qu'il le faut, c'est un véritable projet politique et c'est un projet de société, d'aller bien au-delà du juste savoir lire, compter, écrire. Le lieu de l'école, c'est un lieu d'échange de savoir. Il y a le savoir intellectuel. Oui, mais je ne suis pas naïve. Je sais très bien que l'école est aussi le savoir-faire, les savoir-vivre. Et je pense qu'il y a ça veut tout rien dire. Ça veut tout et rien dire, savoir-vivre. Évidemment qu'on veut que nos enfants soient bien. Quand on voit les problématiques du harcèlement scolaire, ce genre de choses qui nous sidèrent à chaque fois en tant que parents, quand on voit ça de l'actualité, notamment à Argenteuil, il y a 1 an et demi, c'est terrifiant. On se dit qu'on ne veut pas ça pour nos enfants. Évidemment, je ne suis pas naïve. C'est certes un savoir technique, mais je sais très bien que l'école, c'est le creuset de la nation du futur. En fait, il faut juste savoir quelle France de demain on veut, et comme ça, on redéfinira l'école, comme on la veut. Et aussi, savoir bien vivre, oui, mais là, ce sont des mots. Très concrètement, nos enfants sont de moins en moins équipés pour avoir des métiers, pour avoir un avenir et pour être bien. Parce que des enfants acculturés sont des enfants non équipés pour le quotidien. Alors Mathilde Androuet, vous pointez du doigt un problème peut-être de violence à l'école. Dans l'état des lieux, il y a un souci de violence. Soisic Perrault, qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, c'est un constat et c'est concret puisque j'enseigne, je suis professeure de lycée professionnel depuis
plus de 20 ans, un élève sur 5 de 15 ans sort exclu du système scolaire. Ça veut dire sur une classe d'âge de 800 000 jeunes, vous imaginez les élèves qui sont exclus du système, donc qui sont en souffrance. Vous parlez de bien-être à l'école. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, qui produit ce système ? Moi, je suis dans un département où on a une mixité entre les écoles privées et les écoles publiques. Il n'y a pas de ségrégation sociale dans les écoles privées avec la caricature d'une école de riches ou pas du tout. Au contraire, il y a des vraies mixités sociales. Vous enseignez dans le public ? J'enseigne dans le public. Je suis professeure dans le public, dans un établissement public. Vous êtes en Bretagne. Oui. Bah oui, mais c'est un atout. Là, on va parler des territoires. Et donc, mais une école dans les Mureaux, c'est pas la même chose Attendez, qu'une on école laisse, publique ou privée en alors, Bretagne. excusez-moi, donc ça fait 20 ans que j'enseigne. J'ai démarré ma carrière, j'ai travaillé 6 ans à Paris. Donc j'ai commencé comme tout jeune professeur à Paris. Donc les milieux sociaux sont les mêmes, voilà, en lycée professionnel. Sauf que aujourd'hui, par exemple, le Morbihan, dans des écoles privées, et on a des résultats qui sont complètement différents. On a aussi, par exemple, dans des écoles privées, avec des moyens qui sont bien moindres, des résultats qui sont là. On a une émulation qu'on a quand on organise une porte ouverte dans une école privée. On a une autonomie des chefs d'établissement qui donne un vrai pouvoir de décision aux établissements. Et donc qui donne un pouvoir de recrutement des professeurs, qui donne un pouvoir aussi de recrutement des élèves. Aujourd'hui, nous, quand on a des élèves qui sont en situation de déviance, on ne peut pas les exclure de l'école publique. Si je peux, Oui. si je peux rebondir sur ce que vient de dire Soisic, parce que c'est sur cette question de l'autonomie, parce qu'en plus on est dans une actualité, j'en profite, Oui, parce qu'actuellement à l'Assemblée nationale, cette semaine, nous examinons Je suis une proposition de loi qui est portée, alors une proposition de loi c'est des députés, c'est pas le gouvernement, je tiens à le préciser, parce que très souvent il y a beaucoup de projets de loi qui viennent du gouvernement, là c'est une proposition de loi qui vient de collègues qui sont experts, puisqu'ils sont elles-mêmes des enseignantes comme vous madame, c'est par exemple Cécile Riac, c'est ma collègue Anne Bruniera du Rhône, qui ont fait cette proposition de loi pour donner plus d'autonomie aux directeurs d'école, parce qu'on a quand même, en France, on est quand même dans quelque chose d'assez aberrant par rapport à beaucoup d'autres pays. Le niveau scolaire primaire est le seul niveau où le chef d'établissement, le directeur d'école, qui en fait c'est pas le bon terme parce qu'il n'est pas chef d'établissement, le directeur d'école n'a pas d'autonomie. La plupart des décisions qu'il doit prendre, il doit les prendre avec l'autorisation de l'inspecteur d'éducation nationale dont dépend son école. Et avec cette proposition de loi, on va donner plus d'autonomie. On n'ira pas jusqu'au bout de ce que certains d'entre nous souhaitions, c'est qu'il y ait une forme de gestion, de management des équipes. Mais c'est dans l'éducation nationale, à ce stade, ça serait prématuré. Ce qui est par contre le cas dans le privé. Un directeur d'école privée, il a véritablement beaucoup plus de latitude pour gérer son école. Et je pense que c'est un des enjeux de permettre à ce niveau de la communauté éducative de base, ce qui est d'ailleurs le cas des fois dans les collèges et dans les lycées, avec des établissements beaucoup plus gros, mais dans des écoles, on n'a pas cette proximité d'autonomie. Il faut, et ça c'est très français, c'est ce côté très vertical, il faut que ça aille un inspecteur d'éducation nationale qui lui-même va en référer à un inspecteur d'académie qui, des fois, lui-même, selon la gravité du problème, ira jusqu'au recteur. Comment vous allez assurer l'égalité c'est très vertical en France, mais il me semble que chacun par son rapport tour. à ce projet-là, c'est encore très l'autorité descendante. Oui. Moi, là, c'est vraiment le positionnement aussi de parents d'élèves. Moi, je souffre de quelque chose, on le dit bien, et c'est par rapport aux heures passées, etc. à l'école. On se sent aussi exclu en tant que... Enfin, exclu, c'est un bien grand mot, mais en tant que parents d'élèves, on aimerait beaucoup plus contribuer, participer et être aussi sur dans les établissements. Je trouve que dans l'école publique, on devrait aller défendre ça, cette dimension de coopérer avec le corps enseignant, les parents, les élèves, parce que les élèves sont aussi, notamment l'école primaire déjà, il y a effectivement ce qu'on souhaite qu'il soit demain, mais ils sont des êtres en devenir, mais ils sont aussi des êtres qui participent déjà même à leurs âges. François Et donc Garret. comment on travaille ensemble et on fait une école de la coopération. Oui, si vous voulez, par rapport à ce que viennent de dire mes collègues, aujourd'hui, quand on parle de l'école, souvent, depuis de nombreuses années, c'est une fausse concertation avec les parents. Bien sûr. C'est une fausse concertation. Pour faire bien. Éventuellement, par exemple, dans les conseils d'école, dans les communes, bien évidemment, il y a des élus municipaux qui participent et tout le monde se complaît entre enseignants et parents à taper sur la commune, mais à ne pas éventuellement discuter de ce que réellement l'école en tant que telle. Et moi, je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, et il y a l'exigence qu'on souhaite par rapport à l'école, mais il y a l'exigence aussi par rapport aux parents.
parce que c'est bien gentil. C'est pour ça, souvent je le dis, je l'ai redit à plusieurs ministres, et je le vois des inspecteurs généraux qui réfléchissent sur les 36 semaines, 150 jours, quand on sait que certains collèges sont fermés à partir du début juin. Les 36 semaines ne sont pas faites. Quand vous savez, par exemple, aujourd'hui, qu'il y a tout un ensemble de jours sur les 150 jours qui ne sont pas faits. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la réalité, c'est que quand vous prenez le temps en dehors du temps de l'école, il est aussi important que le temps pendant l'école. Quand vous quittez fin juin, vous savez lire, et que vous revenez début septembre, vous ne savez plus lire. C'est un vrai sujet. Alors, je rebondis juste sur ce que vous avez dit sur le bilan de votre majorité, le bilan de Jean-Michel Blanquer. Je n'ai pas dit jusqu'à parler du voilà, bilan. non, On va peut-être pas faire de bilan ce soir. Non, mais pas le bilan, mais Bon, pour dire que c'est vrai que c'est décevant parce qu'il avait des intentions qui étaient là, et il avait des intentions qui étaient très, très fortes. Il y a eu des annonces qui sont faites aujourd'hui en fin de mandat, mais aujourd'hui, concrètement, ce qu'il a manqué aussi, c'est du courage, parce qu'il y a aussi, à l'école publique, on entend parler, par exemple, on a beaucoup plus de mal à s'ouvrir aussi aux autres. Ceux qui travaillent à côté de vous, les collectivités territoriales. C'est vrai que pour avoir assisté à des conseils d'école, c'est parfois très difficile pour l'élu d'être dans un conseil d'école aux collectivités territoriales, mais qui peuvent être la région ou le département. Aux parents, parfois l'école publique, vous parliez d'égalité républicaine, mais aujourd'hui l'égalité républicaine, elle ne se fait pas à l'école publique. La question de dans l'école va juste sur l'égalité renforcer républicaine. cette inégalité. Non, au contraire. Si, parce qu'un bon directeur d'école fera une bonne école, en effet, où il y aura de l'émulation. Un directeur moyen, parce que oui, on a eu des profs qui n'étaient pas très bons aussi dans nos vies, ça existe, il n'y avait pas que des gens excellents, et bien ça fait une mauvaise école. Et donc il va y avoir une concurrence entre les établissements, et il n'y aura pas cette égalité républicaine qui fait que quand on franchit le pas de l'école, on a le même savoir partout, qu'on soit à Dinard, qu'on soit à Lyon, qu'on soit à Ajaccio. Et moi, je suis quand même très attachée au fait que chaque petit enfant de chaque territoire de ce pays ait le même enseignement. Il y a un enseignement. Je pense pas qu'on appréhende la question de. Je pense que vous vous trompez en disant cela, parce que encore une fois, bien sûr que on doit avoir un système d'éducation nationale sur l'ensemble du pays. Je ne souhaiterais pas qu'il y ait une fragmentation par région, qu'on dise là dans telle région, comme ça existe chez nos voisins, qui ont un régionalisme plus poussé. Mais c'est comme un enseignant. On sait qu'on peut avoir plutôt des enseignants très bons, moyens. Passable, mais c'est comme cela, ça c'est la vie. Si vous avez après la verticalité de l'État, une seule et même discipline. Le chef d'établissement, dans son autonomie, ça existe au collège, ça existe au lycée, et nous ce qu'on souhaiterait, c'est que ça soit plus fort au niveau de l'école. Alors là, je me permettrais juste de rebondir sur ce que vient de dire Soisy, quand même, je ne peux pas lui laisser dire ça, excusez-moi, sans faire de mauvaises polémiques, hein, mais c'est pas un manque de courage, parce que je pense qu'on en a eu quand on voit les décisions qu'on a prises dans le cadre de la crise sanitaire. On est le seul pays à avoir, justement, grâce aussi à la communauté éducative, les enseignants qui ont eu le courage d'être présents dès même le premier confinement pour les personnels soignants. On a eu beaucoup d'enseignants et la France, le gouvernement, le président de la République, Emmanuel Macron, avait pris la décision de rouvrir très vite les écoles. Et ça, c'est du courage. Alors, parce que ça n'a pas été le cas. On ne va peut-être pas parler de disserter du courage de Jean-Michel Blanquer. Je voudrais que, puisque vous avez commencé à aborder ce sujet, qu'on parle de la mission de l'école. Moi, je voudrais vous entendre là-dessus, puisque déjà, en faisant l'état des lieux, finalement, on sentait que ça tournait autour de ça. Sur la mission de l'école, Soisy Perrault. La mission de l'école, c'est transmettre. C'est transmettre à partir des fondamentaux. Aujourd'hui, et je le redis, à l'école, on s'éloigne encore. Moi, je vois par exemple, avec de nombreux élèves, on a des cours aujourd'hui qui sont occupationnels, qui ne sont plus autour des savoirs fondamentaux. Alors on va faire du pluridisciplinaire et puis employer beaucoup de grands mots, un jargon. Par exemple, on va parler de spiralaire, et puis des grands textes qui vont faire l'école dans les livres, mais dans la réalité concrète. Transmettre les fondamentaux. Transmettre des fondamentaux. Avec lire, écrire, compter. Lire, écrire, compter, bien sûr, avec bien sûr des spécialités. Je suis enseignante de lycée professionnel, mais bien sûr, c'est la base. C'est la base de tout. Et bien sûr, s'adapter aussi au monde d'aujourd'hui. Parce que vous parliez qu'il ne fallait pas d'éducation. Je pense que le professeur aussi a un rôle éducatif d'ouverture sur le monde. Ça, c'est très important. Est-ce que vous êtes tous d'accord ? Par rapport à ce que vous dites quand même, je dirais, moi je ne vais pas parler comme quelqu'un de plus âgé parmi ce groupe en tant que tel, mais il est vrai que par le passé, on avait des temps de mesure par rapport à ce que nous faisions. Aujourd'hui, il n'y a pas ces temps de mesure.
Éventuellement, on détermine par rapport à telle classe, tel niveau de classe, quel niveau, etc. Je pense qu'avant, ce qui était important, c'est qu'il y avait des temps où on savait, quand on quittait l'école à 14 ans, qu'on pouvait rentrer dans l'activité. Aujourd'hui, à 16 ans, on n'est pas sûr de rentrer dans l'activité. Et en plus, on a 2 ans pour passer d'adolescent à adolescent, de 16 à 18 ans. C'est vrai. C'est joli quand même en tant que tel. Et donc aujourd'hui, je pense que, bien évidemment, il y a ce grand... alors, je ne vais pas utiliser le mot d'un ancien ministre, parce que ce serait malvenu en tant que tel. Je ne vais pas l'utiliser, ce mot-là. Mais il y a ce grand, je dirais, allez, on va le dire, ce grand mammouth de l'éducation nationale. Et c'est vrai, par rapport à cela, la difficulté qu'il y ait, c'est à le faire bouger en tant que tel. Mais le faire bouger aussi, aussi bien pendant le temps de l'école, et essayer de faire comprendre que, juste après la guerre de 1945, on avait lancé les colonies de vacances, tout un tas de choses qui étaient de l'éducation populaire, et était importante parce que c'est l'exigence du temps de l'école est une chose, comme vous dites, savoir lire, savoir compter, savoir écrire, etc. Mais ça se travaille aussi en dehors du temps. Quand aujourd'hui vous quittez à 16h30 l'école, que vous rentrez chez vous éventuellement, que éventuellement il n'y a personne qui est là pour vous faire travailler éventuellement, ou vous mettez devant un smartphone ou un Internet, etc. C'est complètement abracadabrant. N'oublions pas qu'aujourd'hui, Internet, ça peut être l'autoroute de l'intelligence comme le tout à l'égout de la bêtise. Et c'est comment on l'utilise, éventuellement. Mais alors, comment on l'utilise. quand vous parlez de mammouth, est-ce que c'est un bras de fer Non, entre les parce que, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, il y a ces grandes structures. Bien évidemment, il y a les écoles primaires, les collèges et les lycées. C'est vrai qu'on dépend de collectivités territoriales différentes. Sur l'autonomie, il faut faire très attention. Moi, je suis pour l'autonomie des directeurs d'école primaire. Mais il ne faut pas non plus que ce soit un directeur d'école primaire qui décide de quels sont les enseignants qui seront avec lui. Alexandra, vous avez quelque chose C'est dangereux. à Projet ajouter ? d'établissement. Moi, je parlais encore hier soir avec des chefs d'établissement, enfin des directeurs d'école qui étaient vent debout contre cette proposition-là, où eux, ils disaient ne pas vouloir et c'était la... Voilà, oui, évidemment, ça ne veut pas mettre tout le monde d'accord. Mais voilà, en expliquant que c'était ça, ils n'en voulaient pas. Ils aimaient la dimension d'être au niveau horizontal avec l'ensemble des collègues et ils ne souhaitaient pas avoir cette autorité sur les collègues enseignants. C'était ça qui les dérangeait beaucoup. Ils aimaient bien cette dimension plutôt de coopération et de décision collective avec leurs collègues. Donc voilà, donc eux, ils n'étaient pas plus largement sur la question de la mission de l'école, parce que c'est ça aussi, on est arrivé sur cette partie-là. La mission de l'école, effectivement, je pense qu'il y avait ce bloc principal, ce bloc central. Ok, savoir lire, compter, écrire et cette dimension technique. Mais mon avis qui est tout aussi important que d'autres savoirs, le savoir-vivre, il me semble que l'école doit remplir une mission d'apprendre au vivre ensemble. Et pendant ce temps passé à l'école, c'est aussi ce rôle du coup d'émancipation, de développement de l'individu, notamment le développement de son esprit critique, son libre arbitre, etc. Avec cette capacité, en sortant de l'école, de ne pas forcément aller se coller à un écran, en tout cas avoir cette capacité-là. Sur les temps d'évolution aussi quand même. Il y a une différence, aujourd'hui on a fait des petites sections, 3 ans, 3-6 ans, après on a 6-11 ans, 11, 16 ans, etc. Et c'est vrai qu'on ne demande pas la même chose sur le parcours en tant que tel. Par exemple, souvent on dit à 18 ans il n'est pas citoyen. Pourquoi il n'y a pas un parcours citoyen dès l'âge de 3 ans dans lequel il y aurait des outils de mesure à 6 ans. Ça me permet des outils de mesure. de rebondir. Parce que... Mais non, mais je ris parce que ça fait partie des rengaines permanentes, notamment de la gauche. Et en fait, c'est juste le meilleur moyen de faire Thomas rentrer... Redigoz avait justement voulu réagir sur ce point. Excusez-moi, quand vous parlez de rengaine... Mais si, parce que c'est le meilleur moyen de faire rentrer l'idéologie dans l'école. L'école doit être un sanctuaire. Aujourd'hui, vous, en tant que tel, pourquoi vous me dites... Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? À 6 ans, je rentre dans une école, la première des choses, je rentre dans une école dans laquelle il y a un drapeau, etc. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, vous êtes d'accord ? Parce que c'est leur pays. Deuxièmement, quand je sors à 11 ans, il serait normal aussi qu'il y ait un minimum de savoir, quand je vais rentrer à 16 ans, vous avez les droits qui changent, etc. Vous le savez, ça ? Oui, alors... Donc vous êtes d'accord avec moi, de telle façon à ce qu'il faille, à un moment donné, déterminer ce parcours du suivi éducatif en permanence. Moi, par exemple, si demain je ne m'adapte pas à l'école, mais par contre que je sois dans une association sportive, culturelle, etc., ou autre, il serait normal qu'on sache exactement là où j'en suis.
Monsieur le maire, si Thomas. je peux me permettre. Non, c'est je voulais rebondir à ce que vous disiez sur bon, les valeurs fondamentales, il va de soi, mais c'est pas si évident que ça, parce qu'on a vu comment ça s'est détérioré. Dans ce gouvernement, il a été décidé de mettre le paquet sur l'école primaire, parce qu'on a trop vu d'enfants qui sortaient de l'école primaire en ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter. Et d'ailleurs, je tiens à insister sur la partie mathématique, puisque le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a mis aussi, on l'a pas assez dit, l'accent sur les mathématiques, parce que c'était aussi un des défauts de notre jeunesse, et ça a d'ailleurs été suite à une mission qui a été conduite par Cédric Villani à la demande du gouvernement, et on a décidé, ensuite à cela, de mettre plus l'accent, parce qu'on avait aussi constaté que beaucoup d'enseignants venaient plutôt des sciences humaines. Je ne vais pas les critiquer, parce que moi-même j'ai fait des études de sciences humaines, mais pas assez de scientifiques. Donc on avait un défaut, tout du moins un manque sur les mathématiques. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut insister, c'est primordial. Mais où je veux vous rejoindre, c'est sur le côté quand même, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça, moi je n'appellerais pas ça le vivre ensemble, parce que je pense aussi que l'éducation nationale, l'école n'est pas là aussi pour s'occuper de tout. Il ne faut pas non plus, il y a toute une partie de l'instruction qui relève des familles. Mais par contre, il y a quelque chose qui est extrêmement important, ce sont les valeurs républicaines. Et on l'a vu là aussi, et on est face à des enjeux très importants pour les prochaines années, où on a malheureusement des familles, des enfants qui, par rapport à leur éducation, en dehors de l'école, s'éloignent de ces valeurs républicaines, ou peuvent s'éloigner de ces valeurs républicaines. Et c'est bien là où nous avons, j'ai envie de dire, un endroit sacré qu'est l'école. Et il faut mettre aussi le paquet sur l'enseignement de l'instruction civique, sur aussi expliquer le fait religieux dans sa diversité, toutes les religions, pour mieux les appréhender, pour le respect aussi des uns et des autres, parce que là aussi c'est un enjeu pour l'avenir, c'est un cloisonnement de nos sociétés et des personnes selon leurs origines qui auraient un rejet de l'autre. Donc voilà, je pense qu'il y a les missions de l'école, c'est les bases dont on vient de parler, mais il y a aussi tout un pan sur le fait républicain. Former les citoyens de demain. Mais c'est pas tant dans le cercle de l'école. Je pense qu'il y a avec hélas le drame de la mort de Samuel Paty, qui était à 2 pas de chez nous. Je pense à libérer la parole professorale, et je pense qu'ils seraient ravis. Mais sauf que quand les politiques ont eu le rapport Aubin sur la part de l'islamisation dans l'école, on s'est rendu compte en fait du gouffre qu'il y avait entre le discours politique, on est tous d'accord, oui, on voudrait le partage des valeurs républicaines, mais il y a le réel, il y a le quotidien de professeurs qui sont face à des élèves dont on a bourré le mou à la maison, et eux ne savent pas faire face, parce que non plus la République n'a pas décidé de faire face à ça, elle les laisse démunis. Et c'est pour ça que moi, ce qui me fait un peu peur aussi dans votre question d'autonomie de l'école, c'est comment vous équipez vos directeurs d'école pour faire face à une vague montante, parce que c'est une réalité. C'est une réalité que, oui, on voit des filles disparaître, adolescentes, à la bord de l'été, parce qu'elles vont être mariées ailleurs. C'est des tas de problématiques qu'on a quand même dans l'école. Et là où je suis d'accord, on pourrait dire que l'école, c'est autre chose que la transmission de savoir, c'est oui, on s'inquiète de ces sujets de société, parce que là, ils sont gravissimes. Mais là, il faut sortir du discours, c'est-à-dire qu'il faut vraiment transformer l'école en sanctuaire. Quand on parle de laïcité, de valeurs républicaines, ok, donc jouons le jeu de la laïcité. Pourquoi n'y a-t-il plus de porc dans les repas à la cantine ? Je suis désolée, même dans des... Enfin oui, voilà, mais c'est des vrais sujets. C'est qu'on s'adapte à des vagues anormales dans notre pays. Par rapport à ce que vous dites, premièrement, à l'école en général, c'est une école républicaine. Alors après, on peut dire toujours, c'est le verbiage des gens de gauche, etc., ou de droite, etc., conservateurs, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, cette notion liberté, égalité, fraternité, c'est la notion d'égalité. Aujourd'hui, l'égalité, est-ce que c'est un ratio de dire, dans une classe, ils ne seront pas plus de 24 élèves? Ou est-ce que l'égalité serait de dire, dans telle classe, peut-être qu'ils seront 20 à tel endroit, et là, peut-être que j'en mettrai que 5, que je suivrai éventuellement pendant 5 ou 6 ans. Parce que la vraie question aujourd'hui qui est posée, on est sur le travail de l'éthique, du comportement, comment je serai à l'extérieur, c'est important. Deuxièmement, c'est comment l'apprentissage continue. Parce que l'école, c'est un apprentissage que parcellaire. Donc l'apprentissage continu, c'est pendant tout le temps où je suis, aussi bien à l'école, aussi je suis en famille, ou dans le milieu associatif. Après, le spirituel ou le non-spirituel, c'est l'affaire de chacun. Par contre, la laïcité, c'est l'affaire de tous. Et l'éthique, c'est l'affaire de tous. Mais c'est tellement l'affaire de tous que Samuel Paty avait une enquête certains se préfèrent de la morale, l'inspection académique sur le dos. Pour voir la laïcité à l'école ?
Non, pas la laïcité, mais sur le problème de fond. Le problème de fond, c'est pas la laïcité à l'école, c'est un problème intérieur, c'est la reconnaissance des professeurs, de l'autorité. Alors ça, on en parlera vraiment juste après. D'accord. Les moyens donnés aux enseignants, la valorisation. Les moyens donnés, oui, les moyens de matériel, mais... Non, pas que. Pour rebondir sur ce que disait notre collègue députée européenne, bien entendu, il faut accompagner les professeurs, les chefs d'établissement sur ces enjeux de radicalisation, mais aussi de harcèlement, de violence. Donc, encore une fois, je ne veux pas dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais déjà, dès maintenant, il y a dans chaque académie la possibilité d'appeler, il y a un référent académique qui est là pour pouvoir répondre aux problèmes qui seraient rencontrés dans tel ou tel établissement. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut le développer, j'entends bien. Il faut aussi, je pense, peut-être... Il y a des formations aussi qui sont en train d'être mises en place justement pour les enseignants, pour les chefs d'établissement, sur ces problématiques qui sont extrêmement complexes à détecter, à accompagner, à absorber aussi, à vivre avec. Bien entendu, quand il y a un drame, mais qui est là, qui a touché toute la communauté éducative de France. Vous avez parlé tout à l'heure du professeur Paty. On a tous vécu après, quand on a été après le drame, quand il y a eu le moment de recueillement et de volonté de parler. On a tous été dans différents établissements, notamment des collèges. Mais est-ce que la formation à la laïcité dont vous parlez va répondre aux besoins ? Ça va, comment dirais-je ? C'est important de l'avoir, mais pas que la laïcité, parce que je pense que les professeurs de nos écoles, ils ont la laïcité chevillée au corps. Après, c'est plus sur comment mieux détecter des signes de radicalisation, comment détecter des signes de violence. Parce qu'on parle beaucoup de la radicalisation, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi tous les problèmes de harcèlement qui touchent tout type de façon de faire, d'activité. Il y a aussi les dérives sectaires. On le voit aussi. Donc, il y a d'ailleurs besoin d'un contrôle des services de l'éducation nationale. Alors là, on change de secteur. Ça serait plus sur des écoles privées hors contrat. Attention, je dis bien hors contrat, où on a constaté un certain nombre de dérives et il faut être là aussi très vigilant. Alors, pour revenir sur la mission de l'école, est-ce qu'il y a des enjeux vraiment spécifiques à 2021 et à la décennie qui vient ? Soisig Perrault. Les enjeux spécifiques, c'est que l'école retrouve toute la place qui lui revient, une place permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ascenseur social. Alors effectivement, on s'éloigne des sujets principaux, mais moi je pense que découle la culture, la laïcité, tout le respect des autres. Vous parlez, pour employer un mot à la mode, le vivre ensemble, mais le vivre ensemble, c'est aussi aujourd'hui galvaudé. Donc c'est cette éducation, cette instruction qui est fondamentale pour préparer les jeunes de demain. Parce qu'on est quand même dans une compétition, il faut être armé. Je dis souvent à mes élèves, aujourd'hui, demain, c'est peut-être, si vous ne votez pas, si vous ne prenez pas votre place dans la République, c'est Amazon qui gouvernera le monde. Si vous ne contribuez pas, parce qu'on parle d'un peu d'injonction en disant vous passez la porte de l'école, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça. Je suis d'accord avec. Mais qui fait l'école ? C'est le corps enseignant, c'est aussi tous les autres métiers qu'il y a au sein de l'école. Contribuer, il faut être justement. On va venir sur les enseignants. L'école de la coopération avant de faire l'école de la compétition. On est dans Alexandra, je vais rester avec vous. Alexandra, justement, l'école a-t-elle les moyens de mener à bien sa mission ? Et on peut évidemment parler tout de suite des enseignants. Bien sûr. Mais déjà, je pense effectivement... Alors après, attention, mais déjà, peut-être d'accueillir, de créer une école qui soit en capacité d'accueillir la diversité, d'accueillir... Quelle diversité De quelle diversité vous parlez ? Voilà. Parce que je pense qu'on ne met pas tous la même chose derrière. Exactement. Mais tout le monde. Il suffit d'être résident de la commune, en fait. Donc, je vois pas trop. Oui, mais là, c'est très technique, administratif. C'est-à-dire plutôt dans la démarche et dans la posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait groupe, qu'est-ce qui fait collectif à un moment donné dans une école et que ça puisse vivre avec le groupe en présence, c'est d'un moment donné de pouvoir reconnaître chaque individualité et à la fois créer les conditions d'un groupe qui fonctionne. Enfin, c'est un peu insultant pour les professeurs, parce que si vous avez une question pour votre enfant, vous appelez le professeur, il vous répond. Mais bien sûr, ce que je veux dire, c'est que vous dites, pardon, juste pour finir, parce que c'est pas de mal compris, comme j'avais beaucoup moins l'habitude de vous que vous, forcément. Ne vous énervez pas. Mais je m'énerve absolument pas. Je vais vous laisser vous énerver après. Oui, peut-être que c'est galvaudé le vivre ensemble, mais enfin, moi, très concrètement, dans les faits, vous parlez de la rentrée. Moi, la rentrée,
Non, c'est pas bisounours. Attends. Très concrètement, ma fille, elle me raconte le premier livre qu'elle lit en cette rentrée et puis le premier jeu qu'elle fait. Le premier livre qu'elle lit, c'est un roi qui a décidé de passer la couronne à un de ses fils et qui met en compétition ses 2 fils et ce sera le plus fort qui va gagner la couronne. Enfin, je suis désolée, il y a plein d'autres livres qui veulent raconter une autre histoire. Il faut déconstruire les rois aussi maintenant. Mais non, mais c'est intéressant la question du récit. C'est super intéressant. Mais voilà, on est dans un niveau de détail. C'est que voilà, vous arrivez. Oui, mais je trouve ça intéressant. Et Non, ça, c'est super concret. c'est marotte de gauche. Vous arrivez, il y a toujours un biais idéologique. Mais comme la maraude de l'extrême droite, de dire enlevons le porc. Hein. Non, mais on a un vieil idéologie. Par rapport à ce que vous Parlons dites. d'autres choses aussi à ce moment-là. Par rapport à ce que vous dites. Déjà, vous avez des propos, c'est l'enfant. On ne parle pas, justement, la notion jusqu'à... Aujourd'hui, moi, quand je discute avec beaucoup de parents, bien évidemment, l'école primaire, ils disent qu'il faut l'améliorer, il faut transformer. Où ils sont inquiets, c'est le collège. Ils sont très inquiets sur le collège. Et sur la finalité du collège, comment j'en sors. Et le problème du collège aujourd'hui, c'est qu'il y a certains jeunes qui culottent jusqu'à 16 ans au collège et qui attendent. Et éventuellement, ça se détériore, même des fois, le niveau qu'ils ont à 11 ans, quand ils ressortent à 16 ans, il est moins bon que quand ils avaient 11 ans. Mais ça, c'est aussi le mépris des filières professionnelles. Parce que maintenant, je vais prendre un exemple. Sortir du système général. On dit aux enfants on dit aux jeunes de 3e, il faudrait que tu fasses un stage. Selon le milieu social où vous êtes, le stage, c'est pas si évident. Bien sûr. Oui, et puis c'est souvent bidon. Et en plus, on le fait, on dit ça sera en février tous en même temps. Bien sûr. Il y a vraiment, à un moment donné, à dépoussiérer et à avoir une agilité par rapport à cela plus importante. Mais le stage, c'est une bonne chose. Oui, c'est une très ça bonne dépend. chose. Si Il c'est faut- un vrai stage, faut si même- c'est photocopie café, Un vrai ça ne sert à stage, c'est rien. pas... Après, bon, il faut même le Pas chez développer. le cabinet Là, de coin, on a justement, c'est tout l'enjeu de ces classes de collège, et je rejoins un peu ce que vient de dire Monsieur le maire, c'est que on a effectivement, on voit le collège, on a plein d'enfants qui arrivent en 3e et qui n'ont plus envie d'être dans l'éducation initiale de notre système éducatif. Ils ont besoin d'autres perspectives, ils ont d'autres aptitudes, ils ont d'autres qualifications, ou tout du moins ils veulent appréhender d'autres qualifications. Moi j'étais là cette semaine à Lyon, nous avons un énorme salon qui est le salon, le CIRA, le salon de la restauration de l'hôtellerie, où il y a un grand prix qui est remis, qui est le Bocuse d'Or. Et dans l'équipe qui a gagné, puisqu'on peut faire un cocorico tous ensemble, c'est un Français, ça faisait 8 ans que la France n'avait pas gagné. Et le chef Tissot qui a gagné avait autour de lui des jeunes qui ont participé avec lui à la préparation. Et c'est des jeunes qui ont fait une filière d'apprentissage. Et je pense que c'est de très bons exemples qu'il faut mettre en valeur parce qu'on ne peut pas vouloir avoir juste ce type de formation initiale classique. Il faut aider. les filières, et il y a un certain nombre de filières technologiques, qu'il faut. Bien sûr, il y a les lycées professionnels. Dont on parlait, il y a l'apprentissage avec les CAP, mais il y a aussi d'ailleurs, et je voudrais en parler aujourd'hui, les écoles de production qui viennent d'ailleurs d'une filière qui était au départ le catholicisme social, qui est née à Lyon mais qui s'est répandue un peu partout après en France. Et actuellement, nous sommes en train d'ailleurs, dans le cadre de l'examen du budget, nous allons avec le gouvernement essayer de mettre plus d'argent sur les écoles de production parce que ça prend les jeunes dès 15 ans sur l'apprentissage, et où ils vont apprendre notamment les métiers de l'industrie en direct sur des machines-outils. Et les résultats sont excellents, puisqu'on en a parlé avec la Fédération des écoles de production. Ils arrivent à 100% d'emploi en sortant de l'école de production. Alors, on parlait de budget. Justement, le budget de l'éducation nationale pour 2022, c'est 57 milliards. C'est le plus gros poste du budget du gouvernement. Est-ce qu'il faut encore augmenter la dépense pour l'éducation nationale? Est-ce qu'il faut... doubler le salaire des enseignants sur 5 ans. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, d'un côté, bien évidemment, il y a les corps enseignants, et il y a tous ceux qui participeront à l'éducation, et donc il y a une vraie réflexion par rapport au temps passé, et éventuellement par rapport à la rémunération. Et par rapport, éventuellement, quand on parle de 24 heures ou de 20 heures, ça dépend quel est le temps qu'on met dedans. Parce que quand on parle par rapport à l'Allemagne, il y a un temps plus important pour l'enseignant. Là, vous revenez sur la proposition d'Anne Hidalgo, qui est de doubler le salaire des enseignants. Aujourd'hui, je pense que quand on parle, éventuellement, c'est une revalorisation effective, mais quand on dit revalorisation, il faut savoir ce que l'on veut. Parce que le problème aujourd'hui de l'enseignement est un autre problème, par exemple, dans la fonction hospitalière, etc. Moi-même, je suis président d'hôpitaux. Aujourd'hui, on a un vrai sujet par rapport aux revalorisations ou pas. Mais par contre, par rapport... je ne crois pas que ce soit une notion de masse budgétaire. Non. Bien évidemment, elle est importante, la masse budgétaire, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une notion d'organisation. Par exemple, moi, j'ai 22 écoles primaires et maternelles.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a une organisation de l'école en tant que telle, mais je tiens beaucoup à dire, quand je quitte à 16h30, qu'est-ce que je fais dans le hors-temps scolaire? Parce que ce sont souvent les collectivités territoriales locales qui participent. Qu'est-ce que je fais pendant la restauration scolaire ou pas? Qu'est-ce que je fais, par exemple, quand il y a les vacances scolaires, etc. Et ça veut dire que moi, je serais partisan même, je vais vous dire, d'un système dans lequel, indépendamment des samedis et des dimanches, il y ait au minimum 250 jours de formation continue. Donc selon vous, il y a l'argent, mais il est mal employé? Bien sûr, il y a des choix politiques qui sont faits, et c'est pas parce qu'on dépense plus qu'on est plus efficace. Hein. D'ailleurs, on le prouve parce qu'on a. Je reprends l'exemple public-privé. Les moyens du privé sont bien moindres. Par exemple, moi, je parle dans mon département, hein, et avec des classes qui sont aussi chargées, mais les résultats sont différents. C'est plus facile d'avoir une école privée. Oui. Vous êtes seul. Je vais aller jusqu'au bout de ce que je dis. Moi et 22 écoles publiques. C'est pas la même chose. Oui, mais je donne un exemple, parce que peut-être que la première des réformes à faire, c'est de copier aussi ce qui se passe là où ça fonctionne. C'est pas pareil. On a aussi à l'éducation nationale une suradministration. Il y a beaucoup de personnes, alors j'ai plus les chiffres en tête, si c'est plus de 250 000 personnes qui ne sont pas, qui sont du corps enseignant, mais qui ne sont pas devant des élèves. C'est-à-dire ? Qui ne sont pas dans l'administration, dans les ministères, l'administration, qui font qu'on n'est pas devant les élèves. Donc aussi, il y a aussi à réorganiser l'administration de l'éducation nationale, mais comme on l'a à l'hôpital, comme on l'a dans toutes ces superstructures, où l'administration et la sclérose de notre administration, qui finalement, quand on parle de verticalité, où on commande et on n'a plus d'indépendance finalement au plus près du terrain. Le professeur, je suis pour une école des enseignants. Autant le professeur aujourd'hui, son métier est dévalorisé. Son autorité, je pense que la rémunération des professeurs aussi, elle doit être présente. On doit instaurer aussi un système de mérite, parce qu'il y a des professeurs qui font très très bien leur travail, d'autres moins bien, d'autres qui se démotivent aussi. Finalement. Et donc, je pense que la notation aussi, ça en vient aussi dans l'autonomie des chefs d'établissement, la notation, parce que finalement, aujourd'hui, la notation, c'est, on a un inspecteur qui passe tous les 7-8 ans, qui infantilise un peu finalement l'inspection, hein, vous dit, vous avez bien fait votre travail, mal fait votre travail, c'est trop difficile, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours trop difficile pour les élèves, on doit se mettre toujours à hauteur d'élèves. Finalement, on nous dit aussi à l'éducation nationale, dans les instituts de formation des maîtres, qu'on nous dit que finalement c'est l'élève qui doit nous apporter le savoir. Donc finalement, on a dévalorisé le métier de professeur, et sur le fond et sur la forme. Et il faut aussi inciter, pour aller dans les zones où c'est beaucoup plus difficile, avec des avantages aussi en nature pour les professeurs. Par exemple, je pense au logement. Faciliter aussi le logement des professeurs, faciliter aussi le quotidien des professeurs, parce qu'on n'attirera pas des professeurs. Peut-être chez vous, parce que par exemple, les logements, de moins en moins d'enseignants prennent les logements chez nous. Un logement de fonction. De moins en moins. Oui, Thomas Rudigos. Oui, sur ces questions, vous parlez du budget. De moins en moins. Moi, j'ai entendu, comme vous tous, les annonces effectivement d'Anne Hidalgo dans le cadre de la campagne sur le doublement des salaires. Bon, après, il y a toujours la période de campagne qui peut des fois laisser certains un peu être véhéments sur les engagements. Je pense que ça serait difficile. Alors après, je ne sais pas dans combien d'années. C'est vrai que si on le fait sur peut-être 15 ans, voilà. Néanmoins, là, déjà, maintenant, encore une fois, le gouvernement a décidé d'augmenter le budget pour la partie salariale des enseignants. Sur ce budget 2022, là, qui va être en examen à l'Assemblée nationale au Parlement dans les prochains jours, c'est plus d'1 milliard d'euros qui va être rajouté pour augmenter, parce que c'est vrai que le salaire des enseignants en France n'est pas à la hauteur si on compare par rapport aux autres pays voisins européens qui ont des niveaux. Alors après, il faut aussi comparer par rapport au niveau de vie. C'est sûr que si vous prenez la Suisse, il est évident que le salaire d'un enseignant en Suisse va être beaucoup plus élevé qu'en France, parce que chacun qui est allé en Suisse se rend bien compte du coût de la vie en Suisse. Mais néanmoins, en France, il est évident qu'il y avait un rattrapage à faire. Donc on va rattraper cela, et pas seulement parce que des fois on a entendu dire que, de façon un peu raccourcie par rapport aux annonces, encore une fois, qu'avait fait Jean-Michel Blanquer, ça ne concernerait que les enseignants qui débuteraient dans la fonction. Ça ira jusqu'au milieu à peu près de carrière. Mathilde Androuet sur les moyens. Alors,
Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il faut bien Moyens attribuer matériels, en effet, je pense qu'il faut avoir une meilleure utilisation du budget. Et en effet, la revalorisation des salaires peut être intéressante parce qu'en effet, être professeur, encaisser la dureté du quotidien pour être assez mal payé, voilà, on leur doit ça. Ça me semble pas choquant, surtout si on veut insister sur les matières scientifiques, parce que clairement, quelqu'un qui est bon dans les matières scientifiques, en fait, il fait une école d'ingénieur, il fait quelque chose, et en fait, il va gagner un plus grand salaire. Donc, il faut donner aussi l'appétit de l'enseignement. Et forcément, il y a un attirer d'autres profils, attirer des profils. Non, mais juste, voilà. Enfin, il faut aussi attirer d'autres profils parce que avoir des gens qui n'ont pas, finalement, sont allés à l'école puis sont devenus enseignants, ils sont jamais sortis de l'école. C'est pas mal aussi d'avoir des professeurs dans les matières scientifiques, parce qu'il faut pas se leurrer. S'il y a ces classements internationaux, ça met aussi en valeur le fait que, par exemple, l'Asie va nous damer le pion rapidement sur toutes les matières scientifiques, et notamment sur les industries et le numérique. Donc là, il y a un vrai travail. Ça peut être intéressant, en effet, de parler moyens matériels. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est rééquiper moralement, en fait, les professeurs. C'est-à-dire assurer la qualité de leur enseignement. Parce qu'on a quand même encore beaucoup de chômeurs dans notre pays. La Seine-Saint-Denis cherche désespérément des contractuels pour faire de l'enseignement. Et le niveau baisse drastiquement. C'est-à-dire qu'on prend maintenant toute personne qui accepte d'être instituteur ou professeur en Seine-Saint-Denis. Donc, en fait, le contexte qui entoure l'école est aussi important pour assurer la qualité de l'école. Donc, le salaire ne suffit pas à améliorer le quotidien. Non, il faut aussi la volonté politique. Par rapport à ce que dit Madame la députée européenne, pardon. Il n'y a pas de souci. Madame suffit. Hein. Maire de base, en tant que telle. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est véritablement de dire, c'est un grand métier d'être enseignant, mais quels que soient les niveaux. Et c'est-à-dire que quand on parle de cela, des métiers, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un système de formation forte. Et quand je dis de l'école de l'enseignement, c'est-à-dire si on veut débuter par ce métier-là, il peut y avoir aussi des gens qui veulent se reconvertir dans ce métier-là. Et je pense qu'il y a une véritable... On doit avoir une capacité à dire, peut-être, pendant 2 ou 3 ans, on va vous mettre une formation. Il y a déjà des masters de formation. Oui, mais le master, etc., je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut qu'il y ait véritablement une notion de formation beaucoup plus conséquente qu'elle n'est et dans laquelle on vous forme. Et le problème aussi, c'est aussi les nominations des enseignants. Parce que ce n'est pas neutre. Entre être nommé dans une REP+, être nommé dans un petit village, être nommé éventuellement, par exemple, dans certains lycées, dans certaines écoles parisiennes. Par exemple, dernièrement, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai une personne qui travaillait comme... Rapidement, je vais être rapide. Dans une école maternelle qui était dans le 16e. Elle revient dans une école maternelle au Mureau. Elle voit bien que les enfants sont différents. Par rapport on est toujours sur la question à tout un tas de choses. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau du langage, ça peut être différent. Il y a des apprentissages nouveaux. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait aussi qu'il y ait une permutation fréquente, on tourne, et deuxièmement qu'il y ait une vraie formation des enseignants en tant que telle. Mais une volonté, avec une volonté politique. Alors, ça vaut pour les collèges, les principaux, etc. Même dans les universités, il y a besoin de formation. En 2 mots, juste sur le CAPES, moi je trouve que c'est un échec majeur aujourd'hui sur le CAPES et le diplôme de professeur. Non, ça a été réformé par Jean-Michel Blanquer, mais en fait on n'a plus de contrôle de connaissances. En fait, on a un grand oral, finalement, un oral, pour évaluer des compétences. Et aujourd'hui, c'est aussi ça le mal du système. On ne veut plus mettre de notes, on évalue avec, je dis souvent, avec des gommettes. Merci. Voilà. Alors là, il nous reste quelques minutes. Alors voilà, un mot de la fin pour chacun. Comment faire pour que l'enjeu de l'école soit un des thèmes principaux abordés dans cette année électorale et qu'il ne soit pas parasité par d'autres thèmes plus conjoncturels et plus en vogue. Comment on fait, Alexandra Beljoudi ? Comment on fait ? Excellente question. On va essayer pour créer une école qui soit ouverte. Une école ouverte sur son quartier aussi. Ça va participer à la valorisation du métier d'enseignant, tous les métiers qui existent au sein de l'école. Voilà, je disais, l'école de la coopération, qu'on puisse créer les conditions et que ce soit vraiment le lieu d'un synthèse ou le début de la société dans laquelle on souhaite vivre. En deux mots, Mathilde Androuet ? Pour moi, il faut que le projet présidentiel, parce qu'on va l'avoir bientôt, soit justement de sanctuariser l'école. C'est-à-dire que l'école doit être vidée de toute la violence qui est extérieure pour assurer la transmission des savoirs.
Je suis d'accord, c'est un sujet qui est absent des débats. Quand on parle de la vaccination en France, on nous a dit matin, midi et soir dans les journaux que finalement on était lanterne rouge. En quelques mots. Et aujourd'hui, comment on fait ? C'est là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en débattre et puis justement sur le plus possible dans l'opinion publique. Tout le monde est concerné par l'école de près ou de loin. Thomas Rudigoz. C'est difficile votre question, mais moi j'ai envie de dire, dans cette période dans laquelle on va rentrer, avec la campagne électorale, je pense qu'il va falloir accepter aussi de tenter des choses, d'expérimenter. On le voit, par exemple, des annonces ont été faites par le président de la République à Marseille pour dire, voilà, on va essayer à Marseille, dans 50 écoles, de faire des expérimentations, de donner de nouvelles autonomies aux directeurs d'école, on y revient. Je pense qu'il faut oser. Oser. Et vous, François Garret, le mot de la fin ? Écoutez, pour moi c'est très simple, il y a l'éducation, l'instruction et vraiment, je dirais, donner une agilité beaucoup plus importante à tout le temps. Je rejoins un peu par rapport à l'autonomie, etc. Mais quand on parle d'autonomie d'un directeur d'école, c'est aussi qu'il prenne en charge éventuellement la gestion de son école, comme un principal ou un proviseur. Et très honnêtement aussi, je crois qu'il faut véritablement ce que j'appellerais des passerelles, quel que soit le moment où on rentre dedans, et bien évidemment avec un système de formation des enseignants et des corps enseignants, et c'est important. Et aujourd'hui, c'est un sujet de société. Si on ne veut pas vivre les uns à côté des autres, si l'école n'est pas capable, et l'éducation de le faire, eh bien, on ira de plus en plus vers des systèmes de société dangereux. Merci François Garret. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Pour certains, vous venez de loin. Merci vraiment. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site ktotv.com. Quant à moi, je vous dis rendez-vous le mois prochain. À très bientôt.